Salut à toi! Si tu es amateur, amatrice, voire même passionné de jeux de société, tu as peut-être déjà entendu parler du sujet incontournable que je vais aborder dans cette vidéo. C'est un sujet qui en fait revient chaque année sur le tapis, c'est l'As d'or. L'As d'or, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une récompense qui est décernée chaque année lors du Festival international des jeux de Cannes à des jeux qui se sont illustrés lors de plus ou moins l'année qui vient de s'écouler. C'est un peu la récompense phare du monde ludique français, voire même, j'ose, francophone. Aujourd'hui, il y a plusieurs catégories d'As d'or. Il y a l'As d'or expert, décerné à des jeux d'une bonne complexité, l'As d'or initié, aux jeux d'une complexité légère, mais quand même un peu de complexité, l'As d'or enfant, à destination du jeune public, et puis vous avez l'As d'or qu'on a l'habitude d'appeler As d'or tout public, As d'or grand public, As d'or familial, qui en fait s'appelle tout simplement As d'or jeu de l'année. C'est un peu l'As d'or principal et c'est celui que je vais aborder dans cette vidéo. Parce que moi, la question que je me pose et que je me suis posée avant de faire cette vidéo, c'est mais vraiment, est-ce que les jeux qui gagnent cette récompense, qui est censée être la récompense un peu ultime, en tout cas du monde francophone, est-ce que vraiment c'est que des excellents jeux? Est-ce que vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés et les acheter, ça vous plaira forcément? Est-ce que vraiment chaque année c'était les meilleurs jeux? Et puis surtout, parce que cette récompense commence à dater maintenant, est-ce que des jeux qui ont gagné l'As d'or il y a 10 ans ou il y a 20 ans sont encore des excellents jeux aujourd'hui compte tenu de tous les jeux qui sortent? Je rappelle que pour le seul cas de la France, qui est ce qui me concerne puisque j'habite en France, il y a environ 1 millier de jeux qui sont publiés chaque année. Donc le nombre de jeux qui sont sortis depuis 10 ou 20 ans est juste énorme. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais remonter à 2006. Pourquoi 2006? Parce que c'est la première année où il y a en fait une fusion de deux anciens prix. Vous aviez d'un côté l'As d'or, de l'autre côté le jeu de l'année. À partir de 2006, ces deux prix fusionnent et deviennent l'As d'or jeu de l'année. Donc on va remonter comme ça à partir de 2006 jusqu'à 2025. Et donc, pour chaque jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement expliquer le principe du jeu, même si la plupart de ces jeux sont quand même connus. Donc, je pense que si vous regardez cette vidéo, globalement, vous les connaissez. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu dont je parle à chaque fois, c'est bien quand même de rappeler en 30-45 secondes un peu le principe pour qu'on voit un peu de quoi on parle. Et puis ensuite, je vais attribuer ma note. Et je vais justifier ma note, vous expliquer les points positifs, les points négatifs que moi j'ai relevés dans ces jeux et pourquoi je mets plutôt telle note que telle autre, aussi en mettant en perspective les jeux les uns avec les autres, mais aussi peut-être parfois avec des jeux de la même catégorie, du même type, de la même mécanique, qui sont sortis peut-être quelques années après et qui peut-être les ont supplantés ou au contraire ont essayé de les imiter et en réalité n'ont pas fait mieux. Donc voilà, on est parti. Et on commence donc avec Time's Up, qui est l'As d'or 2006. Donc Time's Up, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc un jeu où on va devoir se faire deviner des mots. Il y a 3 manches. Une manche où on va, alors c'est par équipe, donc une manche où quelqu'un va avoir des cartes et donc va pouvoir parler un peu pour faire deviner son mot, un peu à la manière d'un tabou, qui est un très très vieux jeu. Je précise que les mots dans le Time's Up de base, en tout cas, généralement c'est plutôt des personnalités, des titres de films, des auteurs, des chanteurs, des peintres, etc. À la manche 2, on va là aussi devoir faire deviner le mot sur la carte, mais cette fois-ci, on va avoir le droit de dire qu'un seul mot. Et à la manche 3, on va aussi devoir faire deviner les mots d'une carte, mais cette fois-ci, on va devoir les mimer. Et donc ce jeu, moi, je crois que je vais le classer en assez bien. Clairement, c'est pas un jeu excellent. J'y ai pas mal joué, en réalité, mais essentiellement, il y a 15 ans. Ça fait quand même, je pense, probablement plusieurs années que je n'ai pas fait de Time's Up. Et pour vous illustrer un peu à quel point le jeu n'est pas vraiment indispensable, je dirais que j'ai peut-être plus joué au Time's Up sans le jeu Time's Up qu'avec. Et je sais qu'un certain nombre de personnes qui peut-être regardent cette vidéo ont aussi fait pareil, c'est-à-dire qu'avec des amis, on s'est en fait souvent amusé à écrire des mots nous-mêmes sur un papier et ensuite à jouer au Time's Up avec les mots de ce papier, de ces papiers, pour tout simplement rendre les parties un peu plus fun, parce que, on va pas se mentir, un des défauts quand même de Time's Up, c'est que ça fait quand même appel à la culture G. Si vous piochez une carte que vous devez faire deviner et qu'en fait c'est un peintre, c'est un musicien, c'est un auteur, c'est un comédien qu'en fait vous ne connaissez pas,
bah, bon courage pour le faire deviner. Alors après, à chaque fois que je dis ça à des gens, les gens me disent toujours oui, mais tu peux faire des rébus, par exemple, tu peux faire deviner la première syllabe avec un mot, puis la deuxième syllabe avec d'autres mots, etc. Alors oui, d'accord, hein, c'est parfaitement faisable. Mais bon, quand tu as 30 secondes pour faire deviner un auteur et que tu ne le connais pas, bon courage pour faire ton rébut. Si les autres, en fait, de l'autre équipe piochent des mots qu'ils connaissent et que eux, bah, justement, ils peuvent le faire deviner tout de suite parce que la personne qui a pioché la carte connaît la personne, la personnalité plutôt, et les personnes qui doivent deviner connaissent aussi la personnalité, bah, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, en écrivant nous-mêmes des mots sur un papier, en fait, on permet un peu de gommer ce défaut du jeu. On met que des trucs que plus ou moins un peu tout le monde peut connaître. Ça permet aussi de mettre des trucs un peu plus fun parce qu'on va pas se mentir, faire deviner Monet ou Rembrandt, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun. Je trouve aussi que le jeu n'a pas franchement inventé l'eau tiède, comme je disais lors de l'introduction de l'explication du jeu. En tout cas, ça reprend un peu le principe du tabou, hein, le fait de devoir parler pour faire deviner un mot. Bon, voilà. Le seul truc qui est un peu malin, je trouve quand même, c'est qu'ils ont réussi à lier le fait de faire deviner des mots en parlant, puis le fait de, devoir deviner pardon, des mots en mimant. Et puisque les manches s'enchaînent avec la même carte, ça fait un peu appel à la mémoire. Il faut se souvenir de ce qui a été dit en manche 1 pour pouvoir dire des choses intéressantes en manche 2, pour pouvoir mimer des mots intéressants en manche 3, en faisant un peu appel aux refs, aux blagues peut-être qu'il y a eu lors de la manche 1, etc. Donc ça, c'est quand même le truc un peu malin, mais voilà, je dirais que c'est pas un mauvais jeu, mais bah, c'est vraiment très loin d'être un jeu excellent selon moi. Tac, tac, tac. Alors, l'année d'après, donc 2007, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué, donc je ne peux pas le noter, c'est pour ça qu'il ne s'affiche pas dans la liste. C'est un jeu qui s'appelle Du Ballet. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de ce jeu parce que j'en ai jamais entendu parler tout simplement. Donc on va tout de suite passer à l'année d'après. Et l'année d'après, c'est Marrakech qui a gagné l'As d'or. Donc Marrakech, c'est un petit jeu où le but, ça va être de gagner le max de points en plaçant des tapis sur un plateau. À chaque tour, on va lancer un dé et on va déplacer Assam, je crois que c'est ça son nom, bref, un petit personnage au milieu du plateau. Et en fonction de là où il va s'arrêter, s'il s'arrête sur des tapis adverses, on va devoir payer des sous à nos adversaires en fonction d'à qui appartient le tapis. Puis on va nous-mêmes pouvoir placer un tapis de notre couleur. On a le droit de le mettre sur un espace vide. On peut aussi recouvrir des tapis adverses. On joue comme ça chacun le tour jusqu'à ce que tout le monde ait posé l'intégralité de ses tapis. Et à la fin, on compte les points, les sous que chacun a récoltés. Celui qui en a le plus a gagné. Ma critique ne va pas forcément être extrêmement précise sur ce jeu parce qu'en réalité, j'y ai joué il y a très longtemps. Donc j'ai pas non plus énormément de parties à mon actif et ça commence à remonter, donc j'ai pas des souvenirs extrêmement précis, mais j'ai le souvenir quand même d'un jeu qui m'apparaissait fluide, d'un jeu qui était quand même relativement fun parce qu'on se tirait un peu dans les pattes, on se recouvre les tapis les uns les autres, donc on regarde un peu qui est devant potentiellement en termes de points pour recouvrir prioritairement les tapis de sa couleur. Après, j'ai pas trouvé non plus que c'était un jeu extrêmement stratégique, il y a quand même pas mal d'aléas avec le dé qu'on lance, etc. Il n'y a pas non plus énormément de possibilités. Je suis pas sûr du coup qu'on ait envie d'en faire 50 parties parce que je pense que les parties doivent quand même un peu se ressembler. Donc au global, tout ça fait que je vais le mettre, je pense, en assez bien ce jeu. Ouais, je vais le mettre en assez bien. C'est pas un mauvais jeu, mais voilà, c'est pas non plus un excellent jeu, je vais dire. Ensuite, on a Dixit. Dixit, probablement qu'à peu près tout le monde connaît, un peu comme Time's Up. Donc c'est un jeu qu'on va qualifier d'association d'idées. C'est chacun pour sa pomme. Quelqu'un va prononcer un mot, une expression, une phrase, un groupe de mots, ce que vous voulez, en rapport à une carte qu'il a dans la main. Ensuite, chaque autre joueur va prendre une carte de sa main et va la donner à la personne qui a prononcé la phrase et la carte doit avoir un lien avec la phrase qui a été prononcée. La personne va mélanger les cartes de tous les joueurs plus sa carte à lui qui fait référence à ce qu'il a prononcé comme mot. Il va les étaler face visible et à ce moment-là, chaque joueur va voter pour, selon lui, quelle est la carte du compteur. Donc quelle est la carte de la personne qui a prononcé la phrase.
Si tout le monde la retrouve, le compteur ne gagne pas de points. Si personne ne la trouve et se plante en votant pour les cartes des autres, le compteur ne gagne pas non plus de points. Vous l'aurez donc compris, le but pour le compteur, c'est d'essayer de prononcer un groupe de mots qui est suffisamment explicite pour qu'on puisse retrouver sa carte, mais pas trop, pour que pas tout le monde ne puisse la trouver. Et ce jeu, ma note va probablement en mécontenter certains, voire polémique, faire polémique, pardon. Honnêtement, si je devais noter que la mécanique de jeu, je pense que je le mettrais presque en passable, vous voyez, parce que c'est vraiment pas un jeu qui m'a trop emballé. Maintenant, je reconnais que la direction artistique est quand même excellente, donc je vais le mettre en assez bien aussi ce jeu. Alors je sais que ça fait un peu pas très original pour le moment, que des gens ont assez bien, mais voilà, c'est clairement dans son principe, c'est pas moi le genre de jeu qui me fait particulièrement envie. Honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un Dixit. J'ai globalement pas été très chaud d'y jouer les dernières fois qu'on me l'a proposé. Surtout, je trouve, mais encore une fois, c'est personnel, hein, je trouve que le jeu a assez mal vieilli parce que c'est donc un jeu, comme j'ai dit, d'association d'idées. Le truc, c'est que depuis une quinzaine d'années, il y a des excellents jeux d'association d'idées qui sont sortis. Et clairement, dans le même genre, je préfère par exemple Stella, qui est d'ailleurs de la même édition, je crois, que Dixit. Je préfère des jeux d'association d'idées, mais de mots, comme peut-être Codename. Sans parler de mots, si on reste sur les dessins, je préférais un jeu comme Shadow Amsterdam. Voilà, je balance un peu des noms de jeux comme ça pour ceux qui connaissent, pour illustrer mon propos. J'ai trouvé quand même que Dixit était au final assez random. Enfin, on balance un groupe de mots, bon, bah, faut un peu prier que certains l'aient, mais pas tous. Voilà, c'est pas forcément le jeu que je trouve le plus fun, pas forcément le jeu que je trouve le plus stratégique, le plus malin. Par contre, la direction artistique, là, je trouve que c'est assez fort parce qu'ils ont réussi à faire des cartes qui non seulement sont jolies, mais aussi présentent suffisamment d'éléments ou sont suffisamment un peu vagues pour que sur une même carte, vous puissiez imaginer plein de choses. Et ça, c'est quand même cool parce que ça veut dire que même s'il n'y a pas 600 cartes dans le Dixit, bah, les parties peuvent quand même varier en fonction des personnes qui manipulent ces cartes parce qu'elles vont avoir des idées différentes en regardant ces cartes. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point positif. On enchaîne avec le suivant, qui est un jeu qui maintenant s'appelle Déclic, mais qui avant s'appelait Identique. Donc, qu'est-ce que c'est ce jeu? C'est un jeu où vous avez une personne qui pioche un dessin. Et en fait, elle va avoir un temps limité pour décrire ce dessin en balançant le max d'infos. Toutes les autres personnes ont un carnet avec un crayon et vont en fait dessiner au fur et à mesure le dessin qui leur est raconté. À chaque fois qu'on vous balance un élément, vous allez essayer de l'inscrire. On vous dit par exemple, il y a un personnage qui est sur une image dans une maison avec un pré autour, il y a des nuages, il y a un arc-en-ciel, il y a une petite fille qui joue sur une balançoire, etc. Tout ce qu'on vous dit, vous notez. À la fin du décompte, la personne va récupérer l'autre côté de sa carte sur lequel en fait il va y avoir un certain nombre d'éléments qui sont inscrits. On va vous dire votre dessin présente une maison. Tous les joueurs qui ont fait un dessin où il y a effectivement une maison vont marquer un point. Votre dessin présente une balançoire. Tous les joueurs qui ont une balançoire effectivement vont marquer un point. Donc voilà, c'est un jeu un peu où il faut être attentif et il faut vraiment pas trop louper des détails qui vous sont donnés pour en mettre un maximum. Et ce jeu, franchement, je sais pas trop. C'est peut-être un peu dur, mais je dirais que je vais le mettre en passable. Je vais le mettre en passable parce que on vous vend ça comme étant un jeu où on fait du dessin et on n'a pas besoin de savoir dessiner, ce qui est plus ou moins vrai dans le sens où vous n'avez pas besoin d'être un as du dessin. Le tout, c'est plutôt d'avoir un peu un esprit de synthèse et de représenter sur votre dessin assez rapidement tout ce qui est raconté. Je trouve que c'est un jeu qui est peut-être fun la première partie parce qu'on découvre un peu le concept, un peu le principe. Bon, pourquoi pas. Mais après, je trouve que ça casse pas forcément trois pattes à un canard. Il y a quand même pas mal d'aléas dans le sens où la personne qui vous a décrit le dessin, si jamais elle a zappé un peu certains éléments qui ensuite sont présents sur la carte, bon,
ça fait pas de points. Il y a des gens qui spontanément vont avoir représenté un truc. Par exemple, on vous dit il y a un cochon sur l'image. Peut-être que certains vont dessiner un cochon avec une queue en tire-bouchon, d'autres vont un peu zapper la queue, d'autres vont lui mettre un gros museau. Et puis après, le compteur regarde la carte et on dit ah, votre dessin présente un cochon avec une queue en tire-bouchon. Bon bah voilà, ceux qui ont pensé à faire la queue en tire-bouchon, quand bien même ça n'a pas été décrit par le compteur, vont marquer des points. Bon, voilà, je le trouve un peu quelconque ce jeu, surtout que, bah, encore une fois, c'est un jeu qui a une quinzaine d'années et aujourd'hui, il y a quand même plein de jeux qui sont sortis de dessins qui sont quand même beaucoup plus fun, beaucoup plus malins. Je pense à Esquisser qui est extrêmement drôle, une sorte de téléphone arabe en dessin. Et là non plus, vous n'avez pas trop besoin de savoir dessiner, encore que, mais en gros, moins les gens savent dessiner, plus le jeu devient drôle. Je pense à des jeux comme Pictorush, qui est aussi un jeu où on n'a pas besoin de trop de savoir dessiner, où le but c'est un peu de... Il y a des éléments qui vous sont balancés à la volée et vous devez rapidement les dessiner sur une feuille, sauf que là c'est beaucoup plus drôle et beaucoup plus chaotique, je dirais, parce que vous avez 20 éléments qui vous sont balancés. Il y a moins d'aléas parce que c'est pas un dessin qui sont décrits, c'est juste on te dit boîte à chaussures, tu dessines une boîte à chaussures, rouge à lèvres, tu dessines un rouge à lèvres. Voilà, donc je préfère ce type de jeu que Identique, c'est comme ça qu'il s'appelait à l'époque en tout cas. On enchaîne avec Skull. Skull, c'est le nouveau nom d'un jeu qui à l'époque, quand il a gagné l'As d'Or, s'appelait Skull and Roses. Donc c'est un jeu globalement de bluff. Chacun a des cartes dans la main. Vous avez un skull, donc un crâne, et 3 roses. À chaque tour, un joueur peut jouer une carte face cachée. Et ensuite, le joueur d'après, il a deux choix. Soit il joue à son tour une carte face cachée, soit il va lancer un pari sur le nombre de roses qu'il pense pouvoir retourner sans tomber sur un crâne, sachant qu'on commence toujours par retourner la première carte des joueurs. Donc si jamais quelqu'un a joué 2 cartes, il les a empilées, vous retournez que la carte du dessus. Si jamais il réussit son pari, par exemple, il y a 3 cartes qui sont posées, un lance un pari, je pense retourner 2 roses, il retourne sa carte, parce qu'on retourne toujours sa carte en premier, il retourne la carte de quelqu'un d'autre, les deux sont des roses, tac, il marque 1 point, et on entame une deuxième manche, le premier à arriver à 2 points gagne la partie. Si jamais par contre il tombe sur un skull, un crâne, il va perdre une carte. Si jamais il n'a plus de cartes, on commence avec 4 cartes, si jamais il n'a plus de cartes, il perd la partie. Et ce jeu... Alors j'ai quand même pas mal joué, mine de rien. Mais j'ai pas beaucoup joué récemment. Et d'ailleurs, je constate qu'il est dans ma ludothèque quelque part. Bien qu'il y soit, pardon, j'ai pas forcément trop joué. Je dirais que c'est quand même un jeu où j'ai passé des bonnes parties. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là aussi, en termes de jeu de bluff, il y a peut-être un peu mieux. Je trouve que dans ce même genre, Paris bluff, déjà je vais lui préférer Perudo par exemple, un jeu avec des dés que certains connaissent sans doute. Donc, je pense que je vais le mettre en assez bien là aussi. Alors ça commence à faire beaucoup de jeux assez bien. Je vous rassure, les jeux qui arrivent après, il va y avoir d'autres catégories. Mais ouais, clairement un jeu assez bien. C'est pas un mauvais jeu. C'est sympa quelquefois. Les parties se ressemblent quand même un peu, on va pas se mentir. Mais ça reste un peu un jeu sympa d'apéro. Pourquoi pas une fois de temps en temps. C'est rapide, ça peut être assez drôle. Voilà, ça va pas non plus loin. Il y a quand même un peu de strat quand on connaît, quand on a fait quelques parties quand même de jeu, quand même un peu de finesse sur qu'est-ce qu'on met en premier, à quel moment on lance des paris, etc. Mais voilà, ça reste quand même un jeu assez simple et assez accessible. On enchaîne avec Takenoko. Takenoko qui est un jeu de plateau. C'est un jeu dans lequel le but ça va être de récupérer le max de points. On gagne des points en remplissant des objectifs. À chaque tour, on va lancer des dés. Le dé vous donne une condition météorologique qui va un peu modifier le tour de chaque joueur. Et une fois qu'on a lancé les dés, globalement, on peut faire 2 actions. Parmi les actions, il y a le fait de planter des bambous, il y a le fait de déplacer le panda. Quand le panda se déplace là où il y a des bambous, il en mange. Déplacer le jardinier. Voilà, il y a pas mal de choses, mais voilà, c'est un peu l'univers bambouserie japonaise, etc. Et donc derrière nos objectifs, il y a des objectifs qui ont soit trait à la configuration du plateau, soit trait à des bambous que le panda a mangé, soit trait à la configuration des bambous qui sont présents sur le plateau. Le but, c'est de réussir à faire en sorte que la condition d'un objectif soit remplie pour justement pouvoir marquer les points, valider cet objectif. À 8 objectifs, quand un joueur atteint 8 objectifs, on finit la partie. Celui qui a le plus de points a gagné. Ce jeu,
Je vous avais dit qu'il y aurait des nouvelles catégories, je vais le mettre en bien. Direction artistique, très très belle, très très, oh là, j'ai mélangé très très belle et très très, ouais, très très folle, je sais pas, mais en tout cas très très belle. Pas de souci là-dessus. Très cohérente aussi, c'est très sympathique je trouve de déplacer ce panda, le panda mange, il y a une vraie cohérence, le fait d'irriguer des terres pour que du bambou puisse pousser, etc. C'est vraiment très cohérent, il y a la foudre qui tombe, le panda se réfugie, il y a la pluie qui tombe, il y a plus de bambou qui pousse, voilà, vraiment c'est très cool. Ça reste un jeu familial, donc avec une profondeur stratégique qui n'est pas non plus exceptionnelle, et en même temps, ce n'est pas le but de la catégorie. Ça reste accessible. Voilà, ça coche des bonnes cases, sans non plus que je trouve qu'il y ait quoi que ce soit de particulièrement exceptionnel. Mais ça coche pas mal de bonnes cases. Donc ça justifie un peu pour moi cette position. On va passer à Andorre. Andorre, qui est un jeu coopératif, premier jeu coopératif de cette tier list, et en même temps, c'est un peu l'avènement, je trouve, des jeux coopératifs. On est dans le début des années 2010. C'est le premier jeu coopératif donc à gagner un As d'or. Et c'est, je crois, le deuxième jeu coopératif à gagner un Spiel des Jahres. Pour faire le parallèle, le Spiel des Jahres, c'est la récompense phare, mais pour le coup, le monde ludique allemand, ou germanophone. Donc c'est un jeu dans lequel chacun a un personnage, vous avez une fiche personnage avec des points de force, des points de volonté, une capacité spéciale, etc. Un peu presque façon jeu de rôle, je dirais. Vous avez un plateau, c'est une succession de chapitres, c'est un jeu en campagne. À chaque chapitre, vous avez une mission ou des missions à réaliser. La mission, ça va être atteindre telle case du plateau, ça va être battre tel monstre, ça va être récupérer tel objet, etc. Au fur et à mesure des chapitres, vous avez de nouvelles mécaniques qui s'ajoutent. Et donc le but, c'est de se coordonner. On joue chacun le tour avec des personnages qui ont donc, comme vous l'avez compris, des archétypes un peu spécifiques. Le but, ça va être de se coordonner pour faire en sorte de remplir la mission. Une fois qu'on remplit la mission, on passe au chapitre suivant. Alors, j'ai pas assez joué à ce jeu pour avoir un avis extrêmement précis. Je dirais que, pour moi, il est au minimum en bien. Mais, vous voyez, c'est possible qu'en réalité, si j'avais fait par exemple la campagne entière, c'est possible qu'il soit en très bien parce que je ne sais pas exactement, notamment les nouveaux ajouts de mécaniques qui sont sur les missions successives. Donc voilà, pour moi c'est au moins bien, mais attention à prendre avec des pincettes. Si vraiment c'est un jeu que vous kiffez, ne vous offusquez pas. Peut-être que moi aussi, je le mettrai un peu plus haut en réalité. Il y a quand même 2-3 défauts pour moi dans le jeu. En tout cas, il y en a un principal. Pour moi, c'est un jeu qui est soumis à ce qu'on appelle l'effet leader. Et en même temps, la plupart des jeux coopératifs de cette période le sont aussi. Ça a un peu évolué avec le temps. Je m'explique. L'effet leader, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, l'effet leader, c'est un peu ce qu'il se passe dans une partie de jeu, et d'ailleurs pas que de jeux de société, ça peut être de jeux vidéo, ça peut être ce que vous voulez, mais quand en gros une personne du groupe va avoir tendance à un peu trop prendre le lead, à un peu trancher la plupart des décisions, proposer la plupart des options, et donc en fait un peu guider le groupe, les autres devenant davantage des suiveurs par rapport à ce leader. L'effet leader, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans des jeux de société où tous les éléments sont un peu ouverts. C'est ce qui se passe dans Andorre, c'est ce qui se passe par exemple dans un jeu comme Pandemic aussi. Et du coup, moi, je les trouve généralement un peu moins sympas peut-être que d'autres jeux où il y a moins d'effet leader. Comment on fait pour réduire l'effet leader dans un jeu de société? On va par exemple mettre une communication limitée. C'est le cas dans des jeux, je vais prendre Hanabi qui est assez connu par exemple. Communication limitée, c'est-à-dire que chaque joueur n'a pas le droit de trop parler. Ça va être le cas, je vois un autre jeu dans la pile qui est The Mind. Puisque vous n'avez pas trop le droit de tout dire à vos coéquipiers, en fait, un joueur ne peut pas forcément tout guider. Parce que lui-même, il ne va pas pouvoir dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Comment on fait aussi pour réduire l'effet leader? On instaure des mécanismes avec des éléments qui sont face cachée. Là, c'est le cas par exemple dans Hanabi. Dans Hanabi, c'est un jeu coopératif où chacun ne voit pas ses cartes. On met nos cartes de ce sens-là. Du coup, nous, on va voir les cartes des autres, mais on ne connaît pas nos propres cartes. Donc, chaque personne a des informations que les autres n'ont pas. Du coup, une personne ne peut pas prendre l'intégralité des décisions. Par exemple, moi, si je ne vois pas mes cartes, je ne peux pas prendre toujours les meilleures décisions parce que je ne sais pas ce que j'ai en main.
Et donc dans Andor, c'est le cas aussi dans Pandemic, tous les éléments sont face visible, la communication n'est pas limitée, donc un joueur peut complètement assumer ce rôle de leader. Et pour le coup, pour peu que vous jouiez avec quelqu'un qui connaisse le jeu, qui soit un peu plus habitué, qui ait plus l'habitude de jouer à ce type de jeu, qui soit peut-être, je sais pas moi, qui ait un peu des idées plus malignes que d'autres, etc. Spontanément, il va un peu prendre le lead. Ça dépend aussi des personnalités. Est-ce que vous avez une personnalité plus assumée, plus en retrait, etc. Et je trouve que ça peut un peu ternir l'expérience de jeu. Voilà, je finis un peu ce laïus, cette grosse parenthèse mécanique sur l'effet leader. Là, on rentrait presque dans l'analyse de game design, mais voilà, c'est ce qui explique que pour moi, dans Andor, on est clairement là-dessus. Je peux clairement dire, bah tiens, toi, tu as ce personnage qui a telle capacité, est-ce que tu n'irais pas là-bas? Toi, en termes de points de volonté, tu en es à tant, toi, en termes de points de force, tu en es à tant. Je pense que toi, tu devrais plutôt faire ci, plutôt faire ça. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller sur cette case, 3, 2, 1, parti. Et voilà, il suffit que votre idée en fait soit plutôt bonne, que vous ayez pris la parole en premier, que les autres ont des personnalités un peu plus effacées, etc. Bah, on va un peu vous suivre et on est moins, je trouve, dans cet aspect de vraiment coopération, addition des forces, addition des savoirs. Voilà. Donc c'est quand même un petit bémol que je mettrai à Andor. Il n'enlève pas que la direction artistique est quand même très belle, qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, qu'il y a un peu d'histoire, etc. Donc que c'est quand même un jeu sympathique, voire peut-être très sympathique encore une fois. Peut-être que si j'avais fait la campagne entière, je le mettrais plus haut. On enchaîne après ce gros bloc sur Andor. Concept qui est donc un jeu d'association d'idées, je pense que la plupart le connaissent aussi. C'est un jeu donc où il y a quelqu'un qui va avoir un mot à faire deviner. Il n'a pas le droit de parler. Alors en général, c'est plutôt par équipe. Hein, vous vous mettez à deux pour faire deviner un mot aux autres joueurs. Vous allez avoir des pions de différentes couleurs. Un pion principal et de petits cubes de la même couleur. Et vous allez les placer sur les différents éléments du plateau pour essayer de faire deviner quelque chose. Par exemple, si vous avez le mot planète, vous allez mettre votre pion principal peut-être sur l'icône du plateau qui est rond. Vous allez essayer d'aiguiller en mettant des personnes, en mettant peut-être des éléments météorologiques, ce genre de choses. Et en fait, au fur et à mesure, vous pouvez rajouter. Et les autres, pendant ce temps-là, ils peuvent proposer des mots. Ah, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? En fonction de ce qu'ils proposent, vous pouvez agencer, ajuster, rajouter des pions d'une autre couleur pour dire que c'est un sous-concept relié au concept principal. Et donc, le but, c'est de faire deviner ce mot. L'équipe qui trouve gagne des points et on joue comme ça un certain nombre de tours. Le but, c'est d'avoir à la fin le plus de points. Chacun tour, on fait deviner. Ça va peut-être vous paraître un peu dur. Je vais peut-être pas me faire des amis. Mais les enfants, je crois que ce jeu, je vais le mettre en passable. Un peu pour des raisons similaires à ce que j'ai dit avec Dixit et avec Déclic. C'est que je trouve que le jeu n'a pas hyper bien vieilli. Et que clairement, aujourd'hui, des jeux d'association d'idées, il y en a une très très bonne quantité et d'une très très bonne facture. Clairement, aujourd'hui, on me propose un concept. Globalement, je vais dire non parce que je vais préférer jouer à Codename, à Link City, à Decrypto, à Shadow Amsterdam, à même peut-être Stella, à voilà, tout ce genre de trucs, à When I Dream, qui est rôle caché plus association d'idées. Enfin, il y a beaucoup de jeux d'association d'idées, que ce soit avec des images, avec des mots. Et je trouve que le concept est somme toute assez basique par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est pas le jeu le plus drôle, c'est pas forcément le jeu le plus malin, le plus stratégique. C'est pas son but, vous me direz. Mais je trouve que voilà, même en termes de jeu familial, d'association d'idées, familiaux, pardon, il y a quand même bien mieux aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que je mets cette note. Je dirais pas non plus qu'il va plus bas en rattrapage à journée, etc. Ça reste correct. C'est pas un mauvais jeu. De toute façon, je pense que globalement, je spoil un peu peut-être le reste de la tier list, mais je suis pas sûr qu'un jeu As d'or, il y en a beaucoup que j'aurais vraiment quand même envie de mettre en à journée ou rattrapage. C'est rarement quand même des mauvais jeux, mais clairement, c'est pas ce que je qualifierais de bons jeux par rapport, encore une fois, aux jeux qui se font aujourd'hui. Et peut-être que si j'avais dû le noter il y a 12 ans, il y a 14 ans, peut-être que ma note aurait été différente, mais aujourd'hui, c'est ici que je le mets. Vous me permettez de boire un mini coup d'eau, hop là, parce que c'est pas le tout, mais débiter des choses, ça fatigue. Et on va enchaîner avec Colt Express. Colt Express qui est donc un jeu de programmation, un jeu de plateau. On est tous des bandits, on part à l'assaut d'un train. Le but c'est à la fin de la partie, donc des 5 manches, d'être le plus riche.
À chaque tour, on a donc une phase de programmation. On va prendre nos cartes dans la main, on va les placer face cachée. On fait ça chacun le tour pendant 2, 3, 4, 5 tours, ça dépend des manches. Une fois que tout le monde a mis sa carte face cachée, eh ben, on va dépiler les cartes en commençant donc par la première qui a été jouée. Et donc, on va comme ça faire nos actions chacun le tour. Dans les cartes qu'on a jouées, il y a le fait de récupérer de l'argent, de tirer sur les gens, de leur mettre des coups de poing, de se déplacer dans le wagon, de faire déplacer le marshal dans le wagon aussi qui va botter le cul des bandits qui y sont. Donc voilà, il y a beaucoup d'interactions. Et donc on va faire ça pour plusieurs manches, comme je disais, à la fin de la partie, le plus riche l'emporte. Et c'est un jeu que je vais classer en très bien. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Pour le coup, vous voyez, il commence à avoir une dizaine d'années et bah, je joue, alors je dirais pas régulièrement, mais en tout cas, bah, j'ai joué récemment à Colt Express. Clairement, dans l'année écoulée, j'ai dû faire au moins 2 ou 3 parties de Colt Express. Je trouve qu'ils ont fait très fort avec ce jeu parce qu'ils ont réussi à faire un jeu qui est accessible dans les règles et qui est mi-stratégique, mi-fun. C'est-à-dire que à la fois, on a un peu envie de dire que c'est un jeu de stratégie, à la fois, on a un peu envie de dire que c'est un jeu d'ambiance. Normalement, cette mécanique de programmation, donc, c'est-à-dire que on va programmer plusieurs actions face cachée, ensuite on dépile et on les fait toutes à la suite. Normalement, on retrouve plutôt ça dans des jeux justement plutôt de stratégie, dans des jeux parfois très très complexes. Et là, ils ont réussi à intégrer cette mécanique en la rendant assez fluide, assez simple, avec des actions qui sont assez faciles à comprendre. Ce qui fait que même si vous avez la réflexion de la programmation en se disant il faut que je fasse ça, puis ça, puis ça, il faut que je prenne en considération que l'autre risque de faire ci, il risque de faire ça, bah, ça reste assez léger et donc on peut quand même montrer ce jeu à des gens qui sont un peu des néophytes du jeu de société. Donc il a clairement sa place dans la catégorie familiale. Il aurait peut-être pu avoir sa place dans la catégorie initiée, mais à l'époque, elle n'existait pas. On y revient tout à l'heure. Voilà, moi j'adore ce jeu parce que je le trouve extrêmement fun. Il y a toujours ce truc de tiens, je vais vouloir ramasser quelque chose, bah, manque de bol, vous jouez votre carte ramassée, mais sauf que juste avant, quelqu'un avait lui aussi ramassé à votre endroit, donc vous arrivez, bah, vous ramassez rien en fait. Vous voulez mettre un coup de poing à quelqu'un, manque de bol, la personne s'est déplacée juste avant, bah, vous mettez un coup de poing dans le vent. Donc il y a plein de retournements de situation, vous voulez aller récupérer la mallette dans la locomotive, en fait quelqu'un déplace le marshal vous botte le cul, vous remontez à l'étage. C'est n'importe quoi, c'est chaotique, mais ça reste quand même un peu malin et stratégique. Donc très cool, très bon moment passé sur ce jeu. Il y a pas mal d'extensions d'ailleurs qui sont sorties, qui apportent un peu leur lot de nouveautés aussi, mais rien que le jeu de base est vraiment très cool. On y va pour Mysterium. Mysterium, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu là aussi d'association d'idées. Je dirais qu'il y a un côté un peu Dixit dont je parlais plus tôt. C'est pour le coup coopératif. Vous avez quelqu'un qui joue le rôle du fantôme. Et donc le fantôme est mort, il va un peu falloir qu'il vous guide vers le lieu du crime, l'arme du crime, la personne qui a commis le crime. Toute ressemblance avec le Cluedo serait fortuite. À chaque tour, il va pouvoir jouer des cartes avec des dessins qui vont vous aiguiller vers le chemin que vous devez emprunter en tant que personnage pour aller sur la bonne piste. Parce que chacun doit retrouver tel élément ou tel autre élément du jeu. Et donc le but, c'est que chacun des joueurs trouve la bonne piste, avance correctement sur le plateau vers les bonnes pistes en fonction des informations qui sont données par le fantôme. Et ce jeu, et justement, je parlais de Dixit, je pense que je vais le mettre même tarif, je vais le mettre assez bien aussi. Je sais que là aussi, je ne vais pas forcément me faire trop d'amis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Mysterium, mais moi, j'ai pas accroché plus que ça. Pourtant, encore une fois, il y a beaucoup de jeux d'association d'idées que j'aime bien, y compris des jeux d'association d'idées coopératifs, Link City par exemple, qui est sorti récemment. Mais clairement, Mysterium m'a pas révolutionné plus que ça. Je ne sais pas si c'est un coup de bol ou pas, mais les parties de Mysterium que j'ai faites, je les ai trouvées relativement faciles. Je crois me souvenir, j'ai dû faire 4, 5, 6 parties peut-être de Mysterium. Je ne crois pas me souvenir d'avoir déjà perdu à Mysterium. J'ai l'impression qu'à chaque fois on gagnait, que c'était généralement assez intuitif. Donc il n'y avait pas forcément énormément de challenge. Ça peut être complètement biaisé. Peut-être que j'ai juste eu du bol, peut-être que notre groupe de joueurs était particulièrement bon, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'était pas très compliqué de gagner à Mysterium. Et donc voilà, moi ce que j'aime bien dans un jeu coopératif quand même, c'est le challenge, parce que autant dans un jeu compétitif on s'affronte les uns les autres, donc on s'apporte du challenge, on a envie de rejouer parce que les gens qu'on va affronter vont être différents, vont nous apporter un nouveau challenge, etc.
Dans les jeux coopératifs, bon bah si tu me mets pas de challenge, si tu me mets pas une campagne avec plein de défis qu'il nous faut gravir, bon, je fais quelques fois le jeu, j'ai compris le principe. Si j'ai gagné plein de fois, je n'ai pas forcément envie d'avoir trop, enfin d'y revenir trop. La direction artistique, un peu comme Dixit, là aussi est très sympa, très belle, mais voilà, l'intérêt mécanique du jeu, je trouve pas exceptionnel. Donc c'est pour ça que je le mets en assez bien. Et on enchaîne. On va enchaîner avec Unlock. Coopératif aussi comme jeu. Vous voyez que là, on commence à être un peu sur l'avènement des jeux coopératifs. Ça fait plusieurs jeux successifs là qui sont coopératifs et qui sont nominés ou qui gagnent l'As d'or. Ça, c'est une vraie révolution dans le paysage ludique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne sur les jeux coopératifs et je faisais le constat que beaucoup de jeux qui ont gagné l'As d'or, qui ont été nominés à l'As d'or, qui ont gagné le Spiel des Jahres, sont des jeux, en fait, sur une dizaine d'années, sont coopératifs, quoi. Je ne sais pas si la tendance va se poursuivre, mais voilà. Donc Unlock, c'est ce qu'on appelle un escape game. C'est dérivé en fait des escape games que vous faites dans la réalité concrète et physique, où vous allez dans des salles d'escape game, où vous devez résoudre un peu une enquête, une énigme pour réussir à vous délivrer et sortir de la salle. Là, c'est la même chose, mais essentiellement avec des cartes et une application. Vous commencez avec quelques cartes. Sur les cartes, il y a des éléments. Vous devez essayer de faire des parallèles, des liens entre les éléments, associer plusieurs cartes pour dire sur cette carte il y a tel numéro, tiens, si j'incline comme si cette carte, en fait il y a tel numéro qui apparaît, additionnons les deux numéros, ça nous donne tel chiffre. Regarde si dans le paquet de cartes face cachée, il y a une carte avec ce numéro-là. Oui, ça marche, on va la piocher et on avance comme ça de carte en carte jusqu'à arriver à la solution. Dans une boîte d'Unlock, vous avez 3 scénarios, un peu comme dans un escape game dans la vraie vie, si je puis dire. Vous avez 1 heure pour résoudre le scénario et l'appli, en fait, vous fait le décompte. Et d'ailleurs, dans l'appli, vous pouvez parfois entrer des solutions. Par exemple, des fois, vous avez des codes à trouver. Vous entrez le code dans l'appli et l'appli vous dit est-ce que c'est bon ou pas comme code. Ce jeu, je vais le mettre en très bien. J'ai trouvé que l'adaptation d'un escape game version jeu de cartes était extrêmement réussie. La plupart, j'ai pas fait tous les scénarios d'Unlock, voilà, donc mon avis est peut-être un peu biaisé là aussi. C'est d'ailleurs la première boîte d'Unlock qui a gagné l'As d'or, hein. J'ai dû faire 4-5 scénarios, je pense, de Unlock. Il y a vraiment du challenge, je trouve. J'ai pas fait non plus 600 escape games, que ce soit dans la vraie vie ou en jeu de société. Donc je ne suis pas non plus le meilleur aux escape games, parce qu'évidemment, plus on en fait, plus on acquiert des mécaniques, des réflexes, etc. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait du challenge, que c'était vraiment pas gagné de réussir en 1 heure l'énigme, de réussir à se délivrer en moins d'1 heure. J'ai trouvé que l'association carte plus application était très bonne, marchait très bien. Ça fait partie un peu de cette première génération de jeux où vous avez un jeu de société, mais on vous ajoute un aspect numérique. Il y a maintenant pas mal de jeux d'enquête aussi qui sont comme ça. Je pense à Détective, hein, par exemple. Il y a des escape aussi, games qui sont un peu comme ça maintenant. Mais voilà, ça fait un peu partie de cette première vague de jeux il y a une dizaine d'années qui ont amené ça sur le tapis. Et bah ça marche très bien. Il y a une vraie histoire aussi, j'ai trouvé dans certains scénarios, pas forcément tous, mais c'est intéressant aussi l'histoire dans certains scénarios. Pour moi, le gros bémol de ce jeu, peut-être ce qui m'empêche de le mettre en félicitations du jury, alors qu'il porte en soi une certaine innovation, encore que pas tant que ça, parce que c'est un peu la déclinaison d'un truc qui existe dans la vraie vie version jeu de société, mais je trouve qu'il y a un gros manque de durée de vie, de rejouabilité, parce qu'en fait, dans une boîte, vous avez 3 scénarios, vous faites les 3 scénarios, ça vous prend plus ou moins 1 heure. 3 fois 1 heure, 3 heures, vous pouvez revendre le jeu ou l'échanger, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Et en même temps, je conçois que dans un escape game, c'est un peu le principe, donc on ne peut pas non plus trop lui faire le reproche. C'était difficile de faire autrement, sauf à augmenter le nombre en fait d'énigmes, d'enquêtes, de scénarios, voilà, dans chaque boîte. Peut-être en mettre 4, 5, 6. Je comprends que ce soit après moins intéressant d'un point de vue lucratif, hein, parce qu'évidemment, le jeu de société, c'est un loisir, c'est un plaisir, mais c'est une économie derrière. Donc je peux comprendre que si vous mettez 20 scénarios dans une boîte, j'abuse un peu, mais voilà, il faut payer les gens qui vont faire les scénarios, il faut éditer les cartes, voilà, donc ça prend du temps. Donc je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté frustrant. Cool, on va faire une lock. En fait, ça fait plus un jeu où on va jouer dans un bar à jeu, ce genre de choses, ou chez des amis s'ils l'ont, parce que nous, ça donne pas trop envie d'acheter un jeu qui en fait coûte, allez, pas très loin de 30 € et qui en fait va nous durer 3 heures, peut-être un peu moins si on arrive à faire les scénarios
avant la durée, peut-être un peu plus si en fait on se dit bon, on n'a pas réussi en 1 heure, c'est pas grave, on continue un peu, on va essayer de trouver la solution. Mais voilà, on est plus ou moins sur cette durée. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé que le jeu était quand même très bien, d'où ma note. On avance et on enchaîne avec Azul, qui est un petit jeu de... Ouais, je sais pas si on peut dire un jeu de plateau. Bon, un jeu de placement de tuiles, c'est probablement le meilleur terme pour le décrire. Donc, le but c'est d'avoir le max de points. On est dans cet univers carreau portugais, on va habiller un mur avec des carreaux. Première phase, on va récupérer des tuiles dans la fabrique. On ne peut récupérer que des tuiles d'une même couleur à chaque tour. Une fois qu'on a fini cette phase, on va ensuite pouvoir placer sur nos murs les tuiles qu'on a récupérées, puisque quand on les récupère, ces tuiles, on les met dans nos lignes. Et donc chaque tuile qui est, enfin chaque ligne en tout cas qui est complétée, où il n'y a que des tuiles de la même couleur dans cette ligne, chaque ligne qui est complétée, on va pouvoir placer une de ces tuiles sur nos murs. L'idée, c'est d'essayer de compléter notre plateau de façon un peu intelligente, parce que plus on arrive à faire des lignes ou des colonnes sur notre plateau, sur notre mur, plus ça va nous rapporter des points, alors que si on place nos tuiles n'importe comment, ça va rapporter moins de points. Alors, je suis un peu embêté avec ce jeu. Je crois que mon ressenti très personnel, ce serait de le mettre en assez bien, parce que moi, c'est pas un jeu qui me révolutionne trop. Ça reste sympa, mais je sais pas pourquoi, il y a un truc qui fait que j'accroche pas plus que ça avec ce jeu. J'accrochais déjà pas trop avant de le tester quand je voyais la tête du truc, même si c'est mignon ces designs de carreaux, mais c'est vrai que le pitch du jeu, de dire que je vais habiller un mur, ça me vendait pas trop du rêve, et même après y avoir joué quelques fois, ça me vend pas trop du rêve, et en même temps, je vois que beaucoup de gens l'aiment beaucoup, et je comprends que dans l'aspect mécanique, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Et quand je regarde les jeux que j'ai mis en assez bien, je me dis que je peux quand même pas trop mettre Azul sur la même ligne, quoi. Donc, voilà. Honnêtement, j'hésite entre bien, assez bien, et je vais le mettre en bien. Et je sais que certains, même si je le mets en bien, vont s'offusquer, parce que pour eux, c'est un jeu qui va tout en haut. Mais voilà, pour moi, c'est un jeu essentiellement abstrait, sur lequel on a plaqué un habillage coloré. Mais en fait, on nous mettrait pas d'histoire. On mettrait des carreaux juste bleu, blanc, rouge, bleu, jaune, sans design particulier. Ce serait un peu le même jeu, honnêtement. Il est malin. Il faut aimer un peu, il faut rentrer un peu dans cette mécanique un peu abstraite de comment on va sélectionner des tuiles à un endroit en fonction de ce qui est le plus profitable pour nous, en fonction de ce qu'on a déjà mis dans nos lignes, en fonction de ce qu'il y a déjà dans notre mur. Voilà, il est malin, mais encore une fois, moi à titre personnel, il m'a pas vendu plus de rêves que ça, mais je comprends qu'en fait mécaniquement ce soit quand même un bon jeu, qu'il apporte quand même du challenge aux joueurs. Voilà, pas forcément beaucoup plus de choses à dire que ça. J'hésite un peu entre assez bien et bien pour être très franc. On enchaîne. On arrive sur The Mind. Surprise, un autre jeu coop. The Mind, c'est un petit jeu de cartes. Vous avez une succession de missions à accomplir. Les cartes présentent des numéros qui vont de 1 à 99 ou 100, j'ai un doute. Bref. C'est un jeu coopératif, comme je le disais, où on va jouer des cartes, pas forcément chacun le tour, c'est quand quelqu'un pense qu'il peut jouer une carte, il la joue. Le tout, c'est de réussir à jouer toutes nos cartes dans l'ordre croissant, en commençant par les plus basses pour aller jusqu'aux plus hautes. On voit nos cartes, mais pas celles de nos adversaires, de nos partenaires, pardon, évidemment. Mais la grosse particularité, et là pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous allez dire what the fuck, on n'a pas le droit de parler. Donc on voit nos cartes, on ne sait pas ce que nos partenaires ont dans la main, on n'a pas le droit de parler et il faut les placer dans l'ordre croissant. Bonne chance. Il y a quand même quelques petites mécaniques supplémentaires, hein, un shuriken qu'on peut utiliser pour virer les cartes les plus faibles de chacun. Par exemple, ça donne des indications sur ce que chacun peut avoir dans sa main. Mais en gros, si on les place dans le bon ordre, c'est banco. Si on les place dans le mauvais ordre, carton rouge, on perd une vie. Quand on n'a plus de vie, on perd la partie. Et je vais le mettre en bien, ce jeu. Je conçois que ce soit juste un petit jeu de cartes sur un principe ultra simple et que certains vont peut-être se dire « Ouais, bon, c'est pas la panacée ». Peut-être que certains le mettraient en passable ou assez bien. Et en même temps, je sais que d'autres gens seraient tentés de le mettre plus haut, ce jeu.
Parce qu'il y a quand même un truc qui est très fort avec ce jeu, en termes de game design, c'est que fallait y penser, tout bêtement. Des fois, l'idée est en face de vous, mais vous ne la voyez pas. Il fallait y penser. Il fallait penser à faire un jeu où on va classer des numéros dans l'ordre croissant, rien d'original à l'horizon, mais on n'a pas le droit de parler. Des jeux où on n'a pas le droit de parler, il y en a d'autres, hein. Mais c'est le mix des deux en fait. Se dire, on va les classer sans parler, comment on fait? Et c'est vrai que c'est ultra bizarre au début quand vous rentrez dans le jeu. Comment je sais que c'est à moi de jouer ou pas un numéro? En fait, c'est basiquement de la synchronisation, du tempo. On apprend à comprendre comment les gens jouent un peu. Quand ils ont des gros numéros, ils vont attendre très longtemps pour jouer. Quand ils ont un numéro qui est très proche du numéro qui vient d'être joué, ils vont le jouer assez rapidement. Et c'est vraiment une question de accord. Si on pense qu'on a un numéro qui est de 5 points au-dessus du numéro qui vient d'être joué, est-ce qu'on doit attendre 3 secondes pour le jouer? Est-ce qu'on doit attendre 10 secondes pour le jouer? Pour que chacun se mette au même tempo et se mette à jouer des cartes correctement quand il pense que c'est bien à lui de jouer. C'est très dur à expliquer comme ça, je conçois que ce soit confus pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu, mais voilà, c'est vraiment très bizarre et c'est une expérience. Enfin, il faut avoir joué à The Mind, je trouve, parce que ça nous apporte une expérience, quoi. C'est vraiment très particulier, très bizarre, très dérangeant presque en termes de jeu coop. Donc c'est pour ça que je le mets en bien. Je trouve que c'est vraiment une belle expérience. Après, j'y ferai pas 50 parties. Je trouve que clairement, le jeu s'épuise extrêmement vite quand on joue avec les mêmes joueurs, parce qu'une fois qu'on a compris le tempo de synchronisation de chacun, on va assez bien y arriver, globalement. Par contre, c'est marrant de le montrer à des gens qui n'y ont jamais joué, parce qu'ils ont un peu cette expression de what the fuck, qu'est-ce que je dois faire, comment ça marche, attends, mais comment je sais que c'est à moi de jouer? Et voilà, donc c'est une belle découverte et une belle chose à faire découvrir. Et c'est aussi pour ça qu'on joue, bordel, c'est aussi pour ça qu'on joue, pour faire découvrir des choses, pour vivre des moments, pour vivre des sensations. On enchaîne avec Oriflamme. Oriflamme qui est donc un petit jeu de cartes. On a tous des personnages dans la main, on a les mêmes persos, hein. Le but c'est d'avoir le max de points à la fin de la partie. Chacun le tour, on a une phase où on va mettre une carte face cachée. Notre carte, on peut la mettre avant ou après la ligne de carte, donc en première position ou en dernière position, ou éventuellement on peut recouvrir une de nos propres cartes. On fait ça chacun le tour. Une fois que chacun a fait ça, à partir du joueur qui a la première carte de la pile, on va avoir le choix de révéler ou non notre carte et de faire son effet. Sur les effets, vous avez des trucs qui vous permettent de tuer des cartes adverses, vous avez le truc de prendre des sous à un adversaire, de les prendre de la banque, etc. Donc vous avez plein d'effets différents, intervertir des cartes, etc. Et donc il y a beaucoup comme ça d'interactions. On a toujours le choix ou non de retourner et donc d'activer nos personnages. Parfois, le fait qu'ils restent face cachée les protège aussi. Et donc, il faut un peu être malin sur à quel moment on active telle carte, à quel endroit on place tel ou tel personnage. Par exemple, vous avez des personnages qui font des effets en fonction de ce qui est placé à côté d'eux aussi. Où est-ce que je le mets ce jeu? J'hésite un peu entre assez bien et bien. Je pense que je vais le mettre en assez bien quand même. Il m'a pas révolutionné ce jeu. Il m'a pas révolutionné. Il n'y a pas énormément d'innovation. Je le trouve sympa une fois de temps en temps. Il y a de l'interaction, ça c'est son point positif, je dirais. Il y a de l'interaction, ce qui peut apporter à la fois du fun et de la frustration, notamment avec les personnages qui permettent de tuer d'autres personnages. C'est un peu la déception quand globalement on a posé plusieurs personnages et qui se font tuer successivement par d'autres joueurs. Il y a quand même beaucoup d'aléas, ça c'est un peu un point, je dirais, négatif. C'est-à-dire que, évidemment, il y a plein de trucs face cachée, on ne sait pas qui a mis quoi, à quel endroit, etc. Donc rapidement, ça peut virer au bordel et on peut prendre des décisions qui en fait sont contrecarrées parce qu'il y a une disposition qui ne nous est pas favorable. On peut être un peu la target, la cible des autres joueurs si on n'est pas placé aussi au bon endroit, etc. Donc c'est un peu chaotique, ça reste un jeu familial, je trouve que ça reste assez sympathique globalement. Mais clairement, c'est pas une révolution pour moi et c'est pas un jeu auquel j'ai envie de jouer régulièrement. Voilà pour Oriflamme. Micro Macro. Si je devais le résumer en quelques mots, Micro Macro, c'est un jeu d'enquête mélangé avec Où est Charlie? Voilà, ça peut vous paraître dur à vous figurer si jamais vous n'y avez pas joué, mais c'est ça. On a une grande map. C'est
coopératif, une grande map, un peu façon Où est Charlie, donc avec plein d'éléments, notamment des éléments qui peuvent se ressembler, imbriqués les uns à côté des autres. Et ensuite, on a une succession de missions, de scénarios, d'enquêtes. Dans une enquête, on vous propose un pitch de base, puis vous avez plein de cartes enquête qui vont vous guider sur cette enquête. Donc, par exemple, le pitch de base, telle personne est morte, et les cartes enquête, on vous dit où est l'arme du crime. On vous dit où est le meurtrier, quel est le lieu du crime, où est-ce qu'il a jeté son arme, etc. Et donc vous devez comme ça réussir à retrouver les bons éléments au fur et à mesure jusqu'à vous guider vers la fin de l'enquête. Il y a une quinzaine d'enquêtes dans chaque boîte. Grosse précision, c'est une carte que je qualifierais d'un peu temporelle, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en fait si vous voulez, vous avez le même personnage qui va apparaître à différents endroits de la carte, ce qui permet de le pister. Vous le voyez à un moment donné en train de traverser un passage piéton, puis vous le voyez à un autre endroit dans un magasin de fleurs, et donc vous comprenez qu'en fait, il a emprunté le chemin permettant d'aller de ce passage piéton vers ce magasin de fleurs, donc il est passé par tel croisement, donc potentiellement il a pu croiser telle personne, donc il a éventuellement pu voler telle chose à telle personne, etc. Et c'est comme ça en fait que vous pouvez réussir à reconstituer l'enquête en retraçant le chemin parcouru par une personne. Et ce jeu, j'hésiterais peut-être entre très bien et félicitations du jury, mais je crois que je vais le mettre en félicitations du jury. Parce que, alors pour plusieurs raisons, en termes de game design, pour moi, il y a deux choses qui sont très fortes dans le jeu. La première chose, c'est ce fameux côté carte temporelle. En fait, c'est pas du tout inné de se dire qu'on va réussir à reconstituer une enquête sur une carte. Parce que Où est Charlie, c'est juste de l'observation. Vous devez retrouver un personnage, vous retrouver ce personnage. Là, il ne suffit pas de retrouver un personnage, il a fallu concevoir une carte qui permet de retracer des pistes, qui permet de constituer en fait une histoire, un scénario, un cheminement d'un personnage d'un point à un autre. Donc il fallait réussir à penser qu'en fait on allait construire une carte qui n'était pas qu'une carte au présent, mais qui était une carte passé, présent, et qui permet de retracer le chemin de quelqu'un. C'est une idée très brillante en fait, il n'y a pas d'autre mot quoi. Et la deuxième chose qui est très forte pour moi d'un point de vue de game design, c'est de réussir à faire une seule carte qui contient une quinzaine d'enquêtes. Je ne sais pas comment ils ont fait. Honnêtement, c'est très fort. Parce que sur Où est Charlie, vous avez une double page. Bon bah voilà, vous avez quelques éléments à retrouver sur cette double page, terminé. Là, c'est sur une même carte, vous avez 15 enquêtes à reconstituer. Ça a dû être un casse-tête sans fin. J'imagine qu'ils ont construit des enquêtes au fur et à mesure, mais alors je me dis, à la fin, quand ils ont dû agencer les dernières enquêtes, ça a dû être un bordel sans nom. Parce que quand la carte commence à être pleine et que vous devez ajouter de nouveaux éléments, enfin en fait il faut bien comprendre que tout doit s'imbriquer parfaitement, tout doit être équilibré. Si vous mettez tous les éléments d'une enquête au même endroit de la carte, ça va être plus facile à faire. Je pense par exemple à des enquêtes où en fait des personnages, sans trop spoil, mais empruntent des bouches de métro pour ressortir d'un endroit à un autre. Bon bah voilà, pour le représenter sur une carte, en fait, c'est extrêmement dur à équilibrer pour que les bouches du métro soient au bon endroit, pour que ça puisse être cohérent avec les autres choses qui sont situées dans le secteur de la bouche de métro. Enfin, franchement, c'est trop fort, quoi. Il y a tout qui est cohérent. Il n'y a aucune enquête. J'ai pas fait toutes les boîtes, hein. Je parle essentiellement de la boîte de base qui a gagné l'As d'or, mais j'imagine que les autres enquêtes, les autres boîtes, parce qu'il y a plein de boîtes de micro-macro, sont sans doute aussi bien, sinon mieux. Mais en fait, il y a rien qui marche pas, quoi. Si vous voulez, quand vous prenez une enquête, la complexité n'est pas forcément la plus haute, hein, d'ailleurs, si je devais par exemple le comparer à Unlock, Unlock est plus difficile pour moi. Mais en tout cas, tout est cohérent, quoi. Tout est cohérent, tout s'imbrique à chaque fois. Que vous ayez la solution tout de suite ou non, en tout cas, si on vous explique après la solution, si jamais vous galérez à la trouver, bah, vous verrez que c'est cohérent à chaque fois. Donc, ils ont réussi à faire une carte complète qui contient 15 enquêtes cohérentes, malines. Ça reste un jeu accessible parce que notamment les premières enquêtes sont plus faciles que les dernières, donc vous pouvez jouer avec des gens qui ne sont pas forcément des experts des jeux de société, des enquêtes, des escape games et ce que vous voulez. C'est très facilement compréhensible par chacun le concept de base et vous vous plongez dedans et c'est trop bien, quoi. Donc voilà, félicitations du jury parce que pour moi du coup il est quand même un peu au-dessus d'Unlock. Voilà. Et on arrive à 2022 avec Seven Wonders Architect. Et là, il faut que je fasse un laïus, mais je bois un coup d'eau d'abord. Cette vidéo est sponsorisée par l'eau du robinet.
2022, ça marque un tournant dans l'histoire des As d'or. Pourquoi? Parce qu'en 2006, vous avez l'As d'or jeu de l'année. Ça va être un peu la catégorie fourre-tout, mais qui globalement comprend essentiellement des jeux d'une complexité légère, parfois d'une complexité un petit peu avancée. On va pas se mentir, Azul, s'il devait être nominé aujourd'hui, il ne serait pas nominé probablement dans la catégorie familiale, dans la catégorie principale dont je suis en train de parler. Donc à partir de 2006, il n'y a que cette catégorie principale. Et après, le jury décerne parfois des prix spéciaux. À l'époque où il n'y a pas par exemple l'As d'or expert, vous avez des prix spéciaux qui sont décernés à des jeux très complexes qui ne fitent pas, qui ne remplissent pas les conditions pour être nominés en As d'or jeu de l'année, parce que l'As d'or jeu de l'année, c'est un jeu qui est suffisamment accessible. Et en fait, à partir de 2022, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent entre l'As d'or principal et l'As d'or expert, ils rajoutent l'As d'or initié. Donc ce qui veut dire que les jeux d'une complexité légèrement élevée, mais pas non plus au point d'être un jeu expert, ils se retrouvent dans cette catégorie initiée. Donc c'est pour ça que je vous dis que Azul, à mon avis, probablement Andorre, ne serait pas aujourd'hui nominé dans la catégorie principale parce qu'il existe cette catégorie initiée et ils auraient probablement été nominés dans cette catégorie initiée en fait. Peut-être même qu'Andorre aurait été nominé dans la catégorie expert parce qu'à l'époque il n'y avait pas non plus la catégorie expert, je sais pas, mais au minimum initié clairement. Et donc ce qui fait qu'à partir de 2022, vu que vous avez cette catégorie initiée qui permet d'être le réceptacle, si je puis dire, des jeux à la complexité légèrement élevée, mécaniquement, j'ai l'impression que ça a un peu tiré vers le bas le niveau de complexité des jeux nominés dans la catégorie principale, qui du coup deviennent clairement des jeux familiaux, des jeux tout public, des jeux que vous pouvez montrer à des néophytes à chaque fois, et parfois même des jeux que vous pouvez montrer à des enfants de 8 ans, 10 ans. Ce qui n'était pas encore une fois le cas de, par exemple, Azul, si je dois reprendre cet exemple. Donc, je trouve qu'on a un peu un tournant et vous allez voir que les 4 jeux qui nous restent à classer, pour au moins 3 d'entre eux, ils sont vraiment très accessibles du fait qu'il y a cette catégorie initiée qui a permis de rentrer des jeux un peu plus complexes. Donc on y va pour Seven Wonders Architect, qui est un jeu de la gamme Seven Wonders. Seven Wonders, probablement la plupart d'entre vous connaissent, y ont joué ou au moins en ont entendu parler. Donc là, c'est un genre de Seven Wonders, mais comme je le disais, du coup, très accessible, familial. On a une merveille qui est face chantier. Le but, ça va être de construire cette merveille avec ses différentes étapes. Le premier joueur qui construit sa merveille met fin à la partie. Le but, c'est d'avoir le max de points. À chaque tour, on va avoir le choix d'une carte à récupérer parce qu'on a 2 piles à notre droite, à notre gauche avec des cartes face visible et on a sinon une pile au milieu avec des cartes face cachée. On récupère une carte là où on veut et on la joue et donc on fait son effet. Vous avez des cartes avec des ressources ou des pièces qui vous permettent d'avancer vos étapes de merveille. Et vous avez aussi après des cartes bleues, vert, rouge, un peu à la manière du Seven Wonders qui vous permettent de gagner des points. Donc les bleus vous font des points, les verts vous permettent de récupérer des petits jetons bonus qui vont vous faire des effets, les rouges permettent de déclencher la guerre qui vont vous permettre de gagner quelques points. Et bah, je vais peut-être pas me faire des amis. Mais alors ce jeu, si je devais le résumer, c'est probablement un jeu correct, mais du coup, bah, c'est un mauvais Seven Wonders. En fait, quand on a joué à Seven Wonders, et là, c'est mon opinion, mais je sais qu'elle est partagée avec beaucoup de gens avec qui j'ai pu en discuter. Je trouve que Seven Wonders Architect, par rapport au Seven Wonders de base, est fade. Donc, si on doit le comparer à un Seven Wonders, clairement, il ne fait pas du tout le poids. Et si je devais vraiment juste raisonner en me disant, et vraiment focus là-dessus, en me disant, il y a Seven Wonders, qu'est-ce que je fais de Seven Wonders Architect? Je crois que je le mettrais en passable. Mais je vais essayer de sortir un peu de ça. Je vais essayer de raisonner un peu plus objectivement, de manière un peu plus abstraite, et me dire voilà, Seven Wonders n'existe pas, on me présente Seven Wonders Architect, qu'est-ce que j'en fais, où je le mets? Et ben, la direction artistique reste bonne, comme tous les jeux Seven Wonders d'ailleurs. Hein. Les cartes, etc., l'univers, c'est plutôt joli, c'est plutôt cohérent. On récupère des ressources pour faire avancer son chantier, on fait de la guerre. Voilà, tout ça est plutôt cohérent. Donc la direction artistique est bonne. C'est juste que l'intérêt du jeu est franchement très limité. Il y a quand même pas mal d'aléas parce que ça va dépendre de la carte qui est disponible, qu'on peut jouer. Et en même temps, vu que le but c'était de faire un jeu familial, bah, c'est normal qu'il y ait de l'aléa. On ne peut pas contrôler autant que ce qu'on contrôle dans un Seven Wonders. C'est logique.
Mais donc tout ça pour dire que je crois que je vais le mettre en assez bien. Parce que clairement, il n'a pas la trempe pour aller plus haut pour moi. Et il a ni l'intérêt, ni la profondeur. En même temps, c'est un jeu tout public, familial, donc c'est normal, hein. Mais voilà, il n'est pas extrêmement intéressant, il n'est pas extrêmement fun. Il est, ouais, bon, c'est vite fait, quoi. Je peux y jouer vite fait. Et vous voyez, par rapport au jeu que là, il y a en assez bien, je pense même qu'il y a pas mal de jeux auxquels je préfère jouer qu'un Seven Wonders Architect, mais je suis biaisé parce que j'adore Seven Wonders et clairement, le jeu ne me vise pas. Je ne suis pas la cible de Seven Wonders Architect, donc c'est logique que j'ai pas forcément une très bonne opinion, que j'ai pas forcément trop envie de jouer à Architect. Enfin, clairement, quand on aime Seven Wonders, on n'a aucun intérêt à jouer à Architect, autant jouer au normal. Mais si je devais voilà, essayer de raisonner un peu objectivement, il est quand même au moins assez bien, je pense. On enchaîne. Acropolis. Alors, Acropolis, pour le coup, ça vient un peu démentir ce que je vous disais juste avant sur le fait que les jeux, désormais depuis 2022, m'apparaissent quand même très très accessibles parce qu'ils ont mis la catégorie initiée. Acropolis, c'est peut-être pas tant le cas que ça. Honnêtement, ça m'aurait presque pas choqué qu'Acropolis soit nominé en initié, en fait, pour tout vous dire. Le concept est assez simple, mais il y a quand même de la réflexion. Donc, on y va. Vous avez chaque tour une ligne de tuiles qui est disponible, et sur cette tuile, vous avez en fait plusieurs cases de plusieurs couleurs. Vous allez pouvoir récupérer une de ces tuiles et venir l'agencer dans votre coin, et vous allez comme ça construire une cité, un peu une cité grecque en fait. Les tuiles, vous pouvez les mettre adjacentes à des tuiles que vous avez déjà, mais vous pouvez aussi recouvrir certaines tuiles et comme ça gagner en étages, faire une construction à 2 étages, 3 étages. En fonction de comment vous agencez votre ville, vous allez marquer plus ou moins de points à la fin de la partie. Parce qu'en gros, il faut toujours avoir des étoiles sur votre plateau d'une couleur donnée, puis ensuite plein de quartiers de cette couleur, parce qu'en fait, il va y avoir un système un peu de multiplicateur, quoi. Plus vous avez de quartiers, plus ça va vous faire des points, et plus vous avez d'étoiles, plus ça va vous faire là aussi de points. Chaque quartier marque des points d'une manière différentes. Par exemple, les quartiers rouges ils doivent être en bordure de la ville, vous avez des quartiers bleus qui doivent être connectés les uns aux autres, etc. Donc on va jouer comme ça un certain nombre de tours et à la fin on compte les points, celui qui a le plus de points à gagner. Et ce jeu, bah, je vais le mettre en bien. J'ai pas trouvé qu'il était exceptionnellement novateur. Ça reste de la pose de tuiles. On a vu ça dans 14 milliards de jeux, on est d'accord. Vous avez un système avec un comptage de points différent en fonction des tuiles que vous avez. Là aussi, on a déjà vu pas mal de fois ce système, hein. Mais il faut reconnaître que ça s'imbrique bien ensemble, que le jeu est plutôt joli, que le jeu est plutôt malin et qu'il reste assez accessible. Voilà, pour moi, il est presque à la limite entre familial et initié. Ça ne me choque pas qu'il soit familial, ça ne m'aurait pas du tout choqué qu'il soit initié. Je pense que vous pouvez le montrer à des gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer. Ils vont réussir à prendre une tuile et à la placer. Par contre, ce qui fait la différence, c'est que, évidemment, quand vous avez plus l'habitude de ce genre de jeu, il y a quand même des vrais dilemmes et une vraie réflexion dans la manière dont vous agencez. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux, on ne peut pas prendre que des rouges, plus que des bleus. Enfin, voilà, on est obligé un peu de faire un choix. Soit on part sur plus ou moins certaines couleurs, soit plus ou moins sur d'autres. Donc, il y a de la réflexion sur l'agencement, notamment en fin de partie, vous avez un peu moins de tours, votre ville a un peu plus un archétype, il ne va pas falloir se planter sur les dernières tuiles que vous placez, donc il y a de la réflexion. Mais sur des règles qui sont relativement simples, avec une iconographie assez évidente. Donc, un bon jeu, pas au niveau de ce que j'ai pu mettre au-dessus, mais clairement un bon jeu. Et on y va pour le suivant, et c'est Trio. Trio qui est un peu un jeu où la mécanique principale, je vais dire que c'est de la mémoire. Donc on a des numéros dans la main qui vont de 1 à 12. Il y a plusieurs manières d'y jouer. On peut y jouer en équipe, on peut y jouer chacun pour soi, ça dépend du nombre de joueurs qu'il y a. Mais bah, la mécanique est toujours un peu la même, ça ressemble, vous savez, à un memory. L'idée, c'est d'essayer de retrouver un trio de numéros identiques. Donc, vous avez un 2 dans la main, il va falloir retrouver où sont les deux autres 2. Et pour ça, à votre tour, vous pouvez demander à quelqu'un de jouer sa plus faible carte ou sa plus forte carte. Ou alors, vous pouvez retourner une carte qui est placée au milieu, face cachée.
Donc si vous demandez à quelqu'un de retourner un 2, enfin de jouer sa plus faible carte, pardon, je vais y arriver, et qu'il joue un 2, puis que par terre vous retournez une carte qui est aussi un 2 et qu'ensuite vous jouez de votre main un 2, vous avez réuni 3-2, vous avez gagné un point. Banco, il faut réunir plusieurs trios pour gagner la partie, ou alors il faut réussir à trouver le trio de 7, qui est le trio le plus difficile à constituer parce qu'il est au milieu en fait entre le 1 et le 12 plus ou moins. Et donc évidemment, si vous demandez à quelqu'un de jouer sa plus faible ou sa plus forte carte, il y a peu de chances que ce soit un 7. C'est pour ça qu'ils ont mis cette condition. Spoiler alert, je vais pas me faire des amis, mais désolé, hein, mais moi j'ai pas accroché, je vais le mettre en passable. Je sais que ce jeu est d'ailleurs un peu clivant, parce que je sais qu'il est très vendu, que beaucoup de gens l'aiment beaucoup, mais en même temps, j'en ai aussi parlé à beaucoup de gens qui ne l'aiment pas spécialement, un peu comme moi. Et je pense que c'est lié à ce que je vous ai dit avant, sur le fait que depuis 2022, il y a la catégorie normale et il y a la catégorie initiée. Et qu'en fait, avec la catégorie initiée, ça a tiré entre guillemets vers le bas en termes de simplicité, d'accessibilité, les jeux dans la catégorie As-d'or principale, As-d'or jeu de l'année. Et donc, les joueurs un peu chevronnés de mon espèce vont trouver beaucoup moins d'intérêt à un jeu comme Trio, qui vont trouver peut-être trop basique pour avoir un quelconque intérêt. Alors attention, hein, il y a quand même pas mal de jeux basiques que j'aime beaucoup. D'ailleurs, The Mind, par exemple, est très très simple en fait, et je l'ai quand même mis en bien pour vous donner un exemple. Mais même dans ma ludothèque, moi j'ai plein de jeux d'ambiance absolument débiles qui s'expliquent en 2 minutes et que j'adore. Mais en fait, Trio, je le trouve ni particulièrement drôle, ni particulièrement stratégique. Et en plus, ça fait appel principalement à la mécanique de mémoire. Et personnellement, c'est pas la mécanique que je préfère. J'ai pas envie globalement de rentrer dans un jeu en me disant ce que je vais accomplir principalement, c'est devoir retenir qui a quoi dans sa main ou quelles sont les cartes face cachée qui sont sur le sol. Je trouve pas ça très fun en fait. Donc, c'est pour ça que je le mets passable. Je ne vais pas non plus le mettre en rattrapage ou à journée, ce serait quand même un peu dur. Le jeu a quand même cette faculté qu'on peut le montrer un peu à n'importe qui et que beaucoup de gens peuvent passer un moment quand même agréable, mais je le trouve assez limité dans ce que vous pouvez faire et pas tellement drôle. Donc, passable. Et enfin, last but not least, le dernier, Odin. Odin qui est un petit jeu de cartes, un peu à la manière de Président, ce genre de jeu. Pas vraiment un jeu de pli, mais pas très loin. En gros, si vous voulez, chacun le tour, on a le droit de jouer. Et si on ne peut pas jouer, on doit passer. Quand quelqu'un commence à jouer un numéro, le joueur d'après ne peut jouer que quelque chose de plus fort. Donc si vous mettez un 8, quelqu'un a le droit de jouer un 9. Mais quelqu'un peut aussi jouer une combinaison de plusieurs cartes, à condition que les mêmes cartes ce soit le même numéro, soit la même couleur. Donc si quelqu'un joue un 8, le joueur d'après peut jouer 55, 2-5 donc, parce que 55 est plus fort que 8, à condition que les 2-5 soient de la même couleur. Pardon, à condition que ce soit le même numéro, pardon. Donc vous avez le droit de jouer 2-5, 2-4, 2-6, etc. Quelqu'un peut aussi jouer sur 55, peut jouer 521, à condition que les 3 cartes soient de la même couleur. Donc 5, 2, 1 en rose, ça marche, c'est de la même couleur, ça fait 521, c'est plus fort que 55. On joue comme ça chacun le tour jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Si tout le monde passe, le joueur qui est en lice en dernier peut rejouer. Et le but, c'est d'être le dernier à vider sa main. Petite précision, quand vous jouez, vous devez récupérer une carte au milieu dans votre main. Donc voilà. Et ce jeu, un peu pour les mêmes raisons que Trio, je vais le mettre en passable. Et là aussi, je ne vais pas me faire des amis. Et là aussi, je comprends que ça puisse en révolter certains, mais un peu pour les mêmes raisons que Trio, c'est-à-dire que j'ai trouvé le jeu pas tellement fun et j'ai trouvé le jeu assez fade et basique. En fait, en plus, dans ce genre de jeu, comme je vous ai dit, qui ressemble un peu au président, quelqu'un joue une carte, quelqu'un d'autre peut jouer une carte plus forte, il y a quand même plein de jeux qui existent qui aujourd'hui sont beaucoup plus drôles, beaucoup plus malins, beaucoup plus stratégiques, etc. Alors, on va peut-être basculer presque dans la catégorie initiée, mais je pense à des jeux vraiment pour le coup de pli, comme Tishu, Panda Spin, Gang of Four, etc. qui sont aussi des jeux où on peut jouer que si l'autre a mis plus faible que nous, mais qui sont en fait beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus malins. Odin, ça boxe un peu dans cette catégorie, mais c'est assez fade dans ce qu'on peut faire, quoi. J'ai mis un 7. Ah tiens, tu peux mettre un 8. Ou tu as des cartes de la même couleur. Bon, voilà. Le seul truc un peu stratégique, il est vrai, c'est de bien sélectionner la carte au milieu qu'on va récupérer dans notre main une fois qu'on joue. C'est peut-être là que peut se faire la différence. Mais bon, voilà quoi, je le trouve assez fade. Et un peu comme Trio,
Je sais que certains ont bien aimé Odin parce qu'ils ont pu le montrer un peu à n'importe qui, et en même temps d'autres bah, ont pas du tout envie d'y jouer parce qu'ils le trouvent fade, quoi. Donc voilà, ça peut vous paraître dur que ce soit Odin ou que ce soit Trio, et d'ailleurs je suis en train de me dire même que ce soit Concept ou Déclic. Mais écoutez, c'est mon avis personnel. Évidemment, évidemment, tout ça c'est toujours pareil, c'est subjectif. Quand je fais des tier lists comme ça, des classements, c'est subjectif, hein, on a nos goûts, même si vous avez vu que sur certains jeux, j'ai essayé d'objectiviser quand même, hein, de vous donner des éléments qui me disent, bah moi personnellement je le mettrais plutôt là, mais attention, je raisonne de manière un peu plus objective, c'est ce que j'ai fait pour Azul, c'est ce que j'ai fait pour Seven Wonders Architect, même peut-être pour Dixit. Donc voilà, mais évidemment, tout ça reste subjectif. N'hésitez pas en tout cas à me dire, vous en commentaire, bah, ce que vous auriez mis à des cases différentes, hein. Je suis à peu près certain que quand on note une vingtaine de jeux comme ça, personne n'a la même que nous, et c'est logique. Mais voilà, qu'est-ce que vous auriez mis en félicitations du jury quand même? Ça m'intéresse. Et est-ce que vous auriez mis certains de ces jeux en rattrapage ou en ajourné? En tout cas, ça confirme un peu la sensation que j'avais en réfléchissant rapidement au début à cette vidéo. C'est que c'est pas parce qu'un jeu a gagné l'As d'or que ça en fait forcément un jeu exceptionnel. Et en même temps, c'est un peu normal. Parce que je pense que quand ils sélectionnent un jeu pour l'As d'or, à mon avis, ils enlèvent un peu des jeux clivants. Ils prennent des jeux qui peuvent plaire au plus grand nombre. Et donc des jeux qui peuvent plaire au plus grand nombre, c'est pas forcément d'excellents jeux en soi pour certains, mais c'est un peu, si vous voulez, le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire que, bah, effectivement, micro-macro, par exemple, bah, je peux comprendre que ça peut plaire un peu à tout le monde. Et je peux aussi comprendre que des jeux que moi j'ai moins aimés, hein, finalement, peuvent plaire un peu au plus grand nombre, que ce soit des trios, que ce soit des Time's Up ou des Dixit. Je pense que c'est un peu leur but quand ils décernent un lauréat comme ça. Alors que c'est vrai qu'il y a des jeux où certains peuvent les trouver excellents, mais d'autres vont les trouver. Enfin, ça va pas du tout être leur tasse de thé parce qu'ils peuvent être plus clivants. Je pense par exemple à des jeux de guerre, vous voyez. Bon, bah, il peut y avoir la frustration, des jeux à rôle caché ou des jeux à élimination. Il peut y avoir de la frustration pour certains qui se font éliminer. Ça peut plaire beaucoup à certains et beaucoup moins à d'autres. Donc, c'est vrai que ça explique un peu pourquoi sur les jeux As d'or, finalement, si je regarde la tier list, là, la majorité des jeux, je les ai mis en assez bien et ensuite en bien, parce que c'est probablement un peu des plus petits dénominateurs communs pour beaucoup de gens. Voilà un peu pour mes notes, mon analyse. J'espère que ça vous aura intéressé. Peut-être qu'une prochaine fois, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je parle par exemple des jeux qui ont été nominés à l'As d'or mais qui n'ont pas gagné. Je pense que ce serait intéressant. Je suis quasiment sûr que d'ailleurs qu'à chaque année, il y a des jeux qui ont été nominés que j'ai préférés aux jeux qui ont effectivement gagné. Peut-être aussi le faire sur les jeux initiés, sur les jeux experts. Ça peut être intéressant de voir un peu l'évolution dans le temps. En tout cas, comme vous pouvez aussi le voir dans ce que j'ai noté, finalement, je me rends compte que il y a des jeux qui sont assez anciens et qu'en général, j'ai mis quand même assez bas. Je dirais, je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont mal vieilli, mais je pense qu'un certain nombre d'entre eux, mine de rien, bah, ont mal vieilli. Et d'un côté, bah, c'est plutôt cool pour le milieu des jeux de société. Ça veut dire que d'année en année, on arrive un peu à améliorer la production des jeux. En tout cas, moi, les jeux qui se retrouvent le plus haut dans la tier list, finalement, c'est des jeux quand même plus récents que les plus anciens que j'ai mis un peu plus bas en général. C'est tout pour moi. C'était un peu long, mais je pense que l'exercice était intéressant. J'espère que ça vous aura intéressé. À la prochaine. Et évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner si jamais ça vous a plu et que vous voulez un peu soutenir cette démarche de faire ce genre de vidéo. Ciao!